Maître Harold Badibanga, il est tellement rarissime pour la voir, c'est pas facile, mais quand même, il est devant nous aujourd'hui pour la deuxième fois pour prendre part à cette émission Interface, premier numéro de la semaine. Messieurs et dames, vous êtes sur CML13 Télévision. Bonsoir à toutes et à tous avec Maître Harold. On va revenir sur la situation sécuritaire à l'est, dans l'est plutôt, de la République démocratique du Congo. On parlera de cette situation maléfique au niveau de l'IDPS, le parti au pouvoir. On va faire les points sur le gouvernement Judith Tuluka. Aujourd'hui, 3 semaines et demie depuis que ce gouvernement a été investi. Est-ce que les actes sur les terrains aujourd'hui peuvent rassurer les Congolais de continuer à compter sur Madame Judith et son gouvernement? Mais aussi, on ne peut pas parler de ces thématiques sans pourtant revenir parler de la santé du parti où le maître Harold Badibanga et cadre le Congrès national congolais, le parti cher à l'ancien ministre Pius Mwabilou Ambayou Mukala. Bienvenue à toutes et à tous. Le décor est planté pour cette émission. Maître Harold, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir mon frère, merci. Je suis une fois de plus heureux d'être en face de vous pour l'interface, mais aussi beaucoup plus pour parler de mon pays que j'adore. Ok, avec plaisir comme d'habitude, le patriote, Maître Harold Badibanga. Bonsoir Sarah. Bonsoir Daniel Roland-Ley, bonsoir à toutes ces personnes qui nous suivent et bienvenue à notre invité du jour, Maître Harold Badibanga. Merci madame. Tu es content de le revoir? Bien sûr, c'est quand même une personne qui lutte pour ce pays. Pourquoi ne pas être contente? Voilà. Ok, le maestro James Muka est à la réalisation de cette émission. Maître Harold, pour commencer, comme je le disais au rudiment, au sommaire de cette émission, on va d'abord commencer par votre parti, le Congrès national congolais, qui est l'un des partis politiques célébrissime, voulais-je dire, dans ces pays, en République démocratique du Congo, parti cher au président Pius Mwabilou, le Congrès national. Comment ça se porte, ces partis politiques? Le Congrès national congolais, parti cher, vous l'avez dit, celui que j'appelle le Big Vision, le grand visionnaire de ce parti. Le parti disait il se porte à merveille, tel un charme, parce que, comme vous l'avez épinglé, effectivement, c'est l'un des partis politiques les mieux implantés de la République, l'un des partis politiques qui, tout en plaçant l'homme au centre de tout, reste un parti de gauche, qui n'est pas capitaliste, qui est plutôt socialiste. Nous sommes dans la social-démocratie. Qui dit social-démocratie dit le juste milieu entre le capitalisme et le socialisme. Les mal, les défauts, les tares qu'il y a dans le capitalisme et dans le socialisme, on les met de côté. Les valeurs qu'il y a dans le capitalisme et le socialisme, on les met ensemble, on en fait la symbiose, on en fait une ligne de conduite. C'est ça la social-démocratie, c'est ça le Congrès national des Congolais. Tous nos militants sont en bon terme et ils vivent telle une famille. Et notre itinérance pour reconsolider ces liens et garder le flambeau du parti toujours allumé, continue. Les social-démocraties sont des partis qui ont aussi cette idéologie progressiste. Est-ce que c'est la même chose avec les Congrès national congolais? Effectivement, c'est la même idéologie parce que nous sommes dans un pays atypique où l'on voit les partis politiques, les acteurs politiques qui sont issus des courants politiques différents, nouer quand même des alliances que moi j'appelle des alliances satanico-démonologico-méphistophéliques, parce qu'en principe on devait avoir un bloc des socialistes, on devait avoir un bloc des capitalistes, on devait avoir un bloc des écologistes. Voilà, il y a plusieurs courants. Mais c'est seulement ici pour les besoins de la mangeabilité que l'on se rend compte que vous pouvez trouver les capitalistes, les fédéralistes, les socialistes, les républicains. Donc je pense que nous sommes jusque-là une démocratie qui a pris naissance au fur et à mesure que les années passent. Nous allons devoir nous y adapter, mais ce qui importe maintenant, c'est que de part et d'autre,
beaucoup de partis politiques, pour ne pas dire tous, voient l'intérêt de la République. C'est ce qui importe, à l'exception faite des partis Rwando, Kagamo, Ugando, impérialisto, méphistophélique. Alors, au vu des intérêts partisans de certains partis politiques ici dans notre pays, quels sont les éléments aujourd'hui qui peuvent démontrer que vous, par exemple, au niveau du Congrès national, vous êtes bel et bien un parti social de la social-démocratie? Oui, il y a plusieurs éléments, parce que qui parle de la social-démocratie voit l'intérêt de l'individu, de l'homme. L'homme et son développement. L'homme lui-même est d'abord placé au centre de tout. Tout ce qu'un parti politique de la gauche, donc de la social-démocratie, pose comme acte, a comme idée, doit graviter autour du bien-être de l'être humain. Ça, c'est le Congrès national congolais qui a comme doctrine, en d'autres termes, la philanthropie, la bienfaisance. C'est ça la doctrine du Congrès national congolais, parce que les principes phares, c'est ne jamais vivre heureux seul. Alors, dès lors que nous avons dans notre moi intérieur le partage, le mieux-être de l'individu, c'est ça la social-démocratie. Si nous pensons que tout ce que nous avons comme moyen, comme idée, doit tourner autour du social, c'est ça la social-démocratie. Vous avez vu lorsque le leader du parti, Pius Mabimba Moukala, a été au gouvernement, dans un ministère qui n'a pas trop à faire à l'être humain, mais lui s'est dit, il faut matérialiser la doctrine du parti dans ses actions. Vous avez la création du guichet unique de l'urbanisme et habitat. Ça, c'était une façon de faire que les constructions qui se font ça et là et l'argent entre pour des permis de construire rentre dans des poches des individus. Il a dit non, ça doit être canalisé vers le trésor public pour que l'on résolve tant soit peu les problèmes de la population. Il a créé le FONAB. Il a créé autant de structures qui ont fait que la population se retrouve. Il est allé loin jusqu'à faire que l'État congolais qui, jusqu'au moment où il a accédé lui-même au ministère de l'urbanisme à Habitat, a été propriétaire de beaucoup de domaines, mais dont il n'avait pas un seul titre. Il a fait ce qu'on appelle la titrisation. Et ça, le premier bénéficiaire de tout ça, c'est le peuple congolais. Au-delà de ça, à titre individuel, tant lui que nous qui sommes à ses côtés ayant cru en ce qu'il a comme idéologie et vision de ce grand Congo, nous avons compris que quand vous avez un pain, vous devez le partager avec les autres. À l'époque, Pius Mombi n'était même pas ministre. Il était candidat député national dans le Moamba, mais il allait poser des actes à la Tchangou, il allait poser des actes à Lubumbashi et ailleurs, sans avoir créé déjà un parti politique, le Congrès national congolais. Ça veut dire que tout pour lui, gravite et gravitera autour du bien-être de la population. On va revenir sur son départ au sein de ce ministère. Mais aujourd'hui, vous êtes parti de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, justement, l'IDPS, qui est le parti au pouvoir. C'est aussi un parti qui a la même philosophie politique que vous, le socialisme démocratique. Est-ce que pensez-vous aujourd'hui cette philosophie, cette idéologie politique est appliquée dans la gestion de l'État congolais aujourd'hui, dont l'IDPS et les partis au pouvoir? Totalement, totalement. D'ailleurs, dans la mesure où, lorsque vous prenez chez nous le Congrès national congolais n'est jamais vivre heureux seul, et vous prenez le peuple d'abord prôné par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, vous comprenez que du point de vue des termes, c'est différent, mais le fond est le même. Parce qu'avec la gauche, avec la social-démocratie, on met l'homme au centre de tout. Avec le peuple d'abord, c'est tout un tout, mais la singularité du peuple part par un individu. Alors, à cela, nous poser la question de savoir qu'est-ce que Tshisekedi a déjà fait, qui fasse qu'aujourd'hui, on se rende compte que le peuple ou l'individu
tel que prôné dans la social-démocratie se retrouve, c'est, je le dis et je le dirai toujours, c'est la gratuité de la maternité. L'enfant qui sort de la maternité avec une mère qui ne paye rien, qui ne court pas le danger d'être retenu pendant 2 ou 3 mois pour n'avoir pas payé les frais de la maternité, c'est ça le peuple d'abord, c'est ça l'homme au centre de tout au sein du Congrès national congolais. Vous avez la gratuité de l'enseignement, c'est la même chose. Vous avez le projet 145 territoires, c'est la même chose pour permettre à l'individu de circuler, de faire circuler les marchandises, les denrées alimentaires de première nécessité. Vous avez la lutte contre la corruption pour faire que l'argent qui est entré hier dans les poches des individus rentre dans le trésor public pour que le budget de l'État grimpe et que l'on voit de quelle manière résoudre les besoins vitaux et primaires de la population. C'est ça la social-démocratie. Donc si je me mets à inciter autant, je pense que l'émission risque de se terminer. Alors, Maître Harold, vous avez martelé les slogans de votre parti, mais aussi celui de l'UDPS, ne jamais vivre et RSL, les vôtres, mais aussi le peuple est d'abord pour l'UDPS. Au vu de ce qui se passe aujourd'hui dans la JVCR, de ces partis au pouvoir, l'UDPS, vous avez vu les images, certains combattants qui se réclamaient de l'UDPS disent aujourd'hui de ne pas se retrouver dans ce pouvoir, ils n'ont pas du boulot, ils viennent seulement certainement pour chanter comme si c'était à l'époque de Mobutu. Est-ce qu'au vu de ces dires, au vu de ces comportements aujourd'hui, peut-on continuer à affirmer ou à affirmer qu'il y a l'applicabilité totale et globale de ces deux idéologies, de ces deux slogans, par exemple, les peuples d'abord pour l'UDPS ou encore ne jamais vivre RSL. Parce que quand on dit ne jamais vivre RSL, ça veut dire qu'il faut avoir cet esprit de partage, il ne faut pas abandonner son assemblée, mais ça donne l'impression comme si aujourd'hui, pour vous, les partis qui sont au pouvoir, ce sont des cadres certainement qui se retrouvent, mais des militants de ces partis sont jetés au calendrier grec. Non, non, il faut qu'on arrive à établir, voulais-je dire, un distinguo net entre la gestion de la République et la gestion d'un parti politique, quand bien même on sait, et là je m'incline, que le parti politique, un parti politique, voulais-je dire, c'est l'antichambre du pouvoir. C'est-à-dire on apprend à gérer au sommet de l'État ou dans les institutions à partir de son parti. Alors, ce qui se passe aujourd'hui à l'UDPS est à distinguer d'avec ce qui se passe au pouvoir. Dans la mesure où, lorsqu'avec la présence de Tshisekedi à la tête de la République, on possibilise la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, le solde des militaires est revu à la hausse, la réhabilitation de toutes les routes pour faire que les territoires, les 145 territoires de la République soient reliés, que par voie de conséquences, que l'on n'ait pas du tout besoin d'un billet d'avion pour arriver à Lubumbashi, à Kabekamanga, chez moi ou ailleurs. C'est ça qui prouve que cette idéologie du peuple d'abord n'est jamais vivre heureux seul depuis son mobile est appliquée dans la mesure où les bénéficiaires de tous les bienfaits du président de la République, pas comme ressortissant de l'UDPS, mais comme institution garant du bon fonctionnement de la République, chef de l'État et président de la République, au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le premier magistrat de la République, ces actions ne sont pas à mettre au bénéfice seulement des militants de l'UDPS, dans la mesure où cette infime partie de la population qui est constituée des membres de l'UDPS fait partie de la population. Les actions sont posées de manière générale et globale pour en faire bénéficier au peuple congolais et non aux membres d'un parti politique. Ne médite pas que les actions menées par Pius Mwabumba Mukala à la tête du ministère de l'Urbanisme et Habitat devraient ou ont profité seulement aux militants du CNC. Non, c'est en faveur du peuple congolais que tout a été fait. Alors, pour revenir maintenant à ce qui se passe à l'UDPS, comme j'avais dit qu'il fallait indubitablement faire un distinguo, il s'agit de ce qui se passe dans tous les partis politiques. Il y a une guerre de leadership. Il y a une guerre du genre « ôte-toi que je m'y mette ». Il y a une guerre du genre
si j'étais là, j'aurais bénéficié de ça ou de cela. Mais laissez-moi vous regarder dans les jeux pour vous dire que c'est un débat de la honte qui se passe à l'UDPS. Parce que les gens ne veulent pas comprendre que l'UDPS, en tant que parti politique phare de l'Union sacrée, lorsqu'il est fragilisé, c'est aussi vouloir fragiliser le pouvoir dans son ensemble et même le chef de l'État qui a l'UDPS comme machine politique. Alors, le petit conseil que moi je voudrais donner à tous les cadres, et même d'abord tous les cadres de l'UDPS, c'est que les linges sales se lavent en famille. Quel que soit le problème, il faut échanger parce qu'en philosophie du langage, on dit que le dialogue est un agent pacificateur des conflits interhumains. Ne pas vouloir engager ce dialogue et mettre sur la place publique des bêtises, encore que parmi ces bêtises, il y a des mensonges, c'est prouver à la face du monde qu'on ne soutient pas le président de la République. Aux militants de l'UDPS, je vais donner aussi un conseil. Il ne faut pas se laisser instrumentaliser. Parce que quelqu'un est aigri quelque part, frustré à sa manière, alors que quand il était dans la gestion de la chose publique, il n'a pas fait ce que l'UDPS veut, le peuple d'abord. Il vous instrumentalise, vous commencez à sortir sur la rue à dire des histoires. Mais je vais finir par rapport à ce dossier pour dire, on ne change pas l'équipe qui gagne. Il faut revenir à un dossier très important. Kabouya. Même si la forme de sa tête, même si sa taille, même si son habillement ne peuvent pas plaire à certains gens, à certains de ses camarades, il faut échanger. Mais les hommes de progrès sont ceux qui ont un profond respect pour le passé. Le passé à l'UDPS, c'est quoi? Kabouya, en tant que secrétaire général, aujourd'hui président Haï, a possibilisé l'élection du président de la République. C'est lui qui avait ou qui a la gestion au quotidien du parti. C'est lui qui a mobilisé, c'est lui avec les autres mains sous sa houlette qui ont pris le bâton de l'itinérance. Il s'est battu pour ça. Alors, parce qu'il est là, il y a certes certaines réformes qu'il faille faire, mais il faut le faire avec lui. Mais faire comprendre aux gens qu'il n'a rien fait, faire comprendre aux gens que tous les intérêts du parti, c'est lui qui les gère, je ne pense pas que ce soit une bonne façon de faire dans la mesure où nous, patriotes, nous qui soutenons le président de la République dans ce qu'il pose comme acte, nous n'avons pas besoin de voir ce désordre-là au sein du parti présidentiel. Nous avons plutôt de voir la cohésion. S'il y a des défauts, ça et là, il faut en parler et puis voir comment il faut y aller. Il ne faut pas créer la cassure et la rupture maintenant, pour qu'en 2028, parce que je suis en train d'y aller par prolepse, je suis en train de voir qu'il y a des gens qui ont des ambitions démesurées au sein de l'UDPS qui veulent anticiper les choses, la lutte de la succession par rapport à 2028. Et là, ce n'est pas une bonne façon de faire. Il faut se concentrer maintenant. Si quelqu'un est vraiment membre de l'UDPS, si quelqu'un est vraiment Tshisekedi, il faut se concentrer sur comment faire réussir le mandat de Tshisekedi, comment faire réussir le programme du gouvernement souminois. Ça doit être ça la priorité des priorités. Le reste, c'est de l'agitation créée par la soif de remplacer quelqu'un, la soif d'avoir ce dont on a besoin, alors que ça ne profite pas au parti. Alors, maître, on constate qu'il y a des gens qui font partie de votre plateforme, mais n'arrivent pas à mettre en pratique cette devise, celle de ne jamais vivre heureux seul. Alors, à ce niveau, il s'agit d'une idéologie ou soit c'est une question d'intérêt personnel? Non, ce n'est pas une question d'intérêt personnel, mais c'est une idéologie, mais qui est zappée par les profiteurs, qui est zappée par les égoïstes, qui est zappée par ceux qui pensent que la République leur appartient. Ici, ne jamais vivre heureux seul, depuis moi Bilou, le peuple d'abord de Tshisekedi, sont des actions qui doivent prouver l'idéologie pour la matérialité. Chaque ministre dans son secteur, chaque gouverneur, chaque mandataire public de l'État
Si il se refuse de détourner l'argent de la République, s'il se refuse d'affecter l'argent de la République à autre chose qu'à l'intérêt du peuple, s'il pense qu'il faut avoir des projets, des actions qui peuvent faire que le peuple se retrouve, c'est ça le peuple d'abord. Mais s'il y a des égarés qui sont venus au gouvernement pour détourner de l'argent, parce que c'est l'occasion de le dire, pour tromper la bonne foi du président de la République, comme le dossier de forage, des lampadaires. Ce sont des gens qui peuvent vous parler de le peuple d'abord, mais dans le faire, ils ne le font pas. C'est une occasion pour nous d'insister sur le fait que la justice doit faire son travail. Madame, quand vous allez aujourd'hui aux environs de l'hôtel de ville de Kinshasa, pour ne parler que de ça, toutes les routes sont dans une déliquescence exagérée. Mais pour les réhabiliter, vous n'avez pas besoin de 30 millions de dollars. Vous avez besoin de très moins que ça. Mais lorsqu'un individu se tape 41 millions, 80 millions, je pense qu'il se moque du peuple et il pense que les Congolais sont les oies sauvages et non les enfants de Dieu. C'est à la justice de nous aider à rétablir les responsabilités et sévir pour que ce genre de choses ne reviennent pas. Mais comment arrivez-vous à continuer à la mettre en pratique malgré tout ce qu'on peut dire de vous? Non, on continue à le faire parce qu'à la tête de l'Union sacrée, à la tête de la République, cette vision est assise. Et moi, individuellement, au niveau de mon parti, cette vision est assise par rapport à la hiérarchie de mon parti. Et nous ne sommes pas le seul. Mais ceux qui ne sont pas dans cette idéologie, qui font le contraire, sont moins nombreux que ceux qui y sont. Vous pensez que vous avez la confiance de la population? Mais est-ce que la confiance de la population se présume? Non. Elle se constate. Lorsque vous voyez le président Tshisekedi vouloir, pas sortir, mais vouloir sortir, un président de la République comme lui, en Afrique, ils sont rares. Rarissimes, voire dans la mesure où, lorsqu'il essaye de sortir, s'il est en cortège, ce sont les femmes, les jeunes gens et les papas qui se rangent derrière, qui se rangent de part et d'autre des boulevards. Il y a ça qui fait sa différence. Attendez, être aimé, je dis que ça ne se présume pas. Ça se constate. Si Tshisekedi était vomi, c'est qu'il travaillait mal, et de deux, il n'y aurait pas eu d'engouement quand il sort. Raison pour laquelle vous voyez qu'il se réserve maintenant de sortir à pied. Ça, c'est de un. De deux, moi, je n'ai pas besoin qu'on vienne me dire que je travaille bien ou que je travaille mal. Mais je dois faire l'autopsie, l'autocritique sincère pour constater que là où on chassait les enfants de l'école pour n'avoir pas payé les minervales, que ce soit à Bokungui, que la Bongananga, que ce soit à Kanyamaka, que ce soit à Kabekamanga chez moi, en tout cas, ces enfants-là ne sont plus chômeurs. Ils ne sont plus à la maison. Ils étudient et ils sont en train d'être formés pour le bien de la République. Ça, je n'ai pas besoin qu'on vienne me le dire. Les mamans qui accouchent gratuitement, je n'ai pas besoin qu'elles viennent me le dire. Je le constate. Aujourd'hui, la réhabilitation des routes d'intérêt national, surtout quand vous quittez la ville de Kananga pour arriver à Chikapa, pour aller en Angola, bientôt la route qui relie Kananga à la ville de Mbujimaï, qui quitte Mbujimaï pour arriver à Mwenedi jusqu'à Lubumbashi, en pleine réhabilitation. Moi, je constate, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me le dire. Raison pour laquelle je te regarde dans les yeux, madame, pour te dire, tu sais qu'il travaille bien, mais compte tenu de la vastité des intérêts, on ne peut avoir l'impression que rien n'a été fait parce qu'on ne veut pas s'informer. Le Congo est plus grand que toute l'Europe du Sud. Raison pour laquelle je vous dis, si ce Congo, mon pays de Lumumba, était comme le petit Congo Brazzaville, on aurait, avec juste l'asphalte de la nationale numéro 1, qui quitte Kinshasa jusqu'à Mwanda, cet asphalte-là, si c'était miraculeusement acquis, on prendrait ça, juste ça,
on amènerait au Gabon, là, on asphalterait même les toilettes. On amènerait au Congo-Brazza, tous ces 3 pays-là, Congo-Brazza, Gabon et d'autres là. Donc, on ne peut pas se comparer parce que le nombre de routes à asphalter, par exemple, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, ce n'est pas le même nombre que dans des républiquettes comme le Gabon, le Congo-Brazza, l'Érythrée, le Djibouti. Mais est-ce que vous parlez aussi lorsque vous constatez un échec? Parce que apparemment vous ne constatez que le positif. Je suis heureux de constater que vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. J'ai plutôt dit, et j'insiste sur le fait que nous avons l'impression que quelque chose n'a pas été fait parce qu'on ne veut pas s'informer. Et dire ici que tout va bien, je deviens malade. Est-ce que, en dénonçant le fait qu'il y a le détournement des deniers publics, j'ai dit que tout va bien? Non. Mais je dois plutôt constater qu'il y a détournement des deniers publics. Mais entre-temps, il y a une lutte qui est en train d'être faite contre la corruption. Et ce détournement-là, grâce à l'IGF. Ça, il faut également le reconnaître. Et je ne peux pas être trop ambitieux pour dire tout va bien, comme si il n'y a pas flambé de prix sur le marché. Comme si, aux alentours de l'hôtel de ville, je venais de le dire, les routes sont dans un état de délabrement avancé et que le gouvernement doit arriver à faire quelque chose. C'est l'occasion pour moi de dire qu'il est un principe qui dit en psychologie qu'il ne faut jamais se croire arrivé dans la vie. Dès lors qu'on se croit arrivé, on signe sa descente aux enfers. Il y a des actions qui sont en train d'être posées, qui ont été posées, mais nous continuons parce que les besoins sont énormes. Alors, voilà. Les besoins sont certainement abyssales, comme vous le signifiez, maître. Mais afin qu'on puisse analyser, revenir sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, j'aimerais que vous puissiez d'abord analyser ce départ du ministre Pius du gouvernement, parce que je m'en souviens, la dernière émission on avait fait avec vous, vous avez cette ferme assurance qu'au vu des actes posés, au vu de sa gestion dans ce ministère, il devait y revenir, mais après la publication du gouvernement, il n'est pas revenu. Aujourd'hui, comment pouvez-vous analyser ces non-retours du ministre Pius au gouvernement? En même temps aussi, vous allez analyser les actes posés par les gouvernements JDIT. Ça fait un mois aujourd'hui depuis que ce gouvernement a été investi par l'Assemblée nationale. Par rapport à la gestion, à la manière de faire de chaque ministre, est-ce qu'aujourd'hui, on peut continuer à accorder les bénéfices du doute à ces gouvernements, de dire peut-être comme ce n'est que les débits, dans 2 ou 3 mois, beaucoup de choses pourront changer sans regret ni remords? C'est rigolo, des très bonnes questions. Mais écoutez, mon cher ami, par rapport au départ de son Excellence Pius Mabimba Mukala du gouvernement, il faut retenir 2 choses. La première des choses, c'est qu'il nous a toujours dit, et à moi individuellement, qu'un homme d'État, c'est celui qui, lorsqu'il prend le pouvoir, il prépare la remise et reprise de sa sortie le même jour. Donc, ce n'est pas une surprise pour nous qu'il ait servi la République pendant quelques années et qu'il soit parti. La deuxième des choses, le fait qu'il ne soit plus au gouvernement ne veut nullement dire qu'il s'agit de l'incompétence dont il a fait montre qui a fait qu'il parte. Non. Mais plutôt la nomination d'un membre du gouvernement. Le départ d'un membre du gouvernement relève, au-delà de tous les critères, de tous les principes, de la haute discrétion du président de la République, chef de l'État. Que dire si je ne peux pas vous faire comprendre que, en dehors du poste de ministre de l'Urbanisme et Habitat, en dehors du gouvernement, l'homme peut servir sa République en dehors de ce gouvernement. C'est ce qu'il fait. Naturellement, il n'est ni effrayé ni frustré. Mais toute chose n'étant pas à dire sur des plateaux de télévision, il demeure un homme d'État en qui le chef d'État a totalement confiance. Par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'il a bien travaillé et qu'il peut être appelé
à d'autres fonctions demain ou après-demain. D'ailleurs, est-ce qu'il en a besoin? Je ne pense pas. Il est sénateur. Il sert son pays en tant que tel. Mais tout en servant son pays en tant que tel, il restera toujours à la disposition totale du président de la République, tant que faire se pourra. Moi, je ne pense pas que c'est un problème comme on le fait à la cité, qui peut faire cracher. Non, il n'est plus membre. Est-ce qu'il est le seul à n'avoir plus été retenu comme membre du gouvernement? Je dis non. Le chef d'État sait pourquoi il a gardé, c'est où il va l'amener. Alors, je vais vous laisser la primaire de répondre à la question du gouvernement à Judith. Mais selon vous, maître, aujourd'hui, qu'est-ce que Pius Mwabilou peut représenter, ou bien qu'est-ce qu'il représente pour la jeunesse congolaise, par exemple? Pius Mwabilou représente beaucoup de valeurs. La première des valeurs, c'est la détermination pour le bien du pays. J'en veux pour preuve sa bonne éducation. C'est aussi une valeur. Vous savez pourquoi il a eu des problèmes avec ses camarades du FCC? L'invitation a été lancée par un président de la République en fonction pour prendre part à la prestation de serment de haut magistrat de la République. Il s'y est rendu tout simplement parce que il me l'a dit en privé. Une personne bien éduquée ne refuse pas de répondre à l'invitation d'un père. Et dans ces conditions-là, le président de la République, c'est le père de la nation. Ce n'est pas au nom des intérêts politiques que vous pouvez brûler du respect à un chef. Et là aussi, c'était une question d'État parce qu'il fallait faire que la Cour constitutionnelle commence à fonctionner. Ne pas y aller pour des intérêts politiques, ce n'est pas normal. Pius Mwabilou, tel que je le disais, c'est l'altruisme. C'est une valeur. Lorsqu'une journée passe et qu'il n'est pas arrivé à faire du bien à quelqu'un, il est malade. Il est malade. L'une des valeurs de Pius Mwabilou, c'est la considération de l'être humain. La considération de l'être humain. Il a beaucoup de valeurs dont je ne peux pas parler ici. C'est au-delà de tout ça, c'est un bon père de famille. Mais revenir à votre question par rapport à Souminois. Le gouvernement souminois, depuis un mois, est-ce que nous avons atteint les 100 jours? Moi, je suis un homme de principe. Je suis esclave de principe. C'est vrai qu'on peut parler des signaux, mais par principe, pour juger d'un gouvernement, pour juger de l'action d'un gouvernement, juger un président de la République, un premier ministre, il faut attendre 100 jours. Nous sommes en deçà de 100 jours. Mais cela ne m'empêche pas de projeter certaines bonnes actions qui sont déjà faites. J'ai vu, même si les réseaux sociaux en font un peu de trop, j'ai vu de manière sectorielle le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, commencer à donner des signaux forts. En tant qu'avocat, je suis mieux placé pour vous le dire. Il y avait et il y a dans beaucoup de prisons de la République des personnes qui ont fait 10 ans, 5 ans sans avoir été présentées devant leur juge. Et il y a des gens qui sont dans les critères pour bénéficier de la liberté, de la libération conditionnelle. Lorsque vous avez purgé les 3/4 de votre peine, on peut vous libérer. Les gens là sont comme ça. Moutamba est allé les libérer. C'est déjà un signal fort. Je dis bravo, mais il faut continuer parce qu'il ne faut pas se croire arriver parce que Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Je le félicite pour ça. Vous avez le ministre des Transports et voies des Communications, Jean-Pierre Bemba, qui a fait l'autopsie du secteur, qui a proposé l'achat de certains appareils. Et cela a été déjà fait. Est-ce que c'est pas un signal fort? Vous avez, au niveau de l'économie, l'actuel membre du gouvernement en charge de l'économie, oui, est déjà à pied d'œuvre pour voir comment reconsidérer les relations au gouvernement et opérateurs économiques de la FEC pour éviter la flambée des prix des denrées alimentaires de première nécessité. C'est déjà un signal. Je peux citer ce qui se passe dans le secteur des mines pour dire
ne soyons pas pressés de dire si, oui ou non, ce gouvernement peut donner au peuple congolais ce qu'il attend de lui. Mais attendons quand même, soyons un peu patients pour voir dans les 100 jours qu'est-ce qui peut être fait. Alors, Maître Harold Pius Mwabilou représente la détermination pour le bien du pays, comme vous l'aviez dit. Mais pourquoi avoir dit qu'il n'a peut-être pas besoin de servir le pays dans un ministère? Or, lorsqu'on veut servir son pays, je ne pense pas qu'un tel discours peut être encourageant. Non, je me rends compte qu'aujourd'hui, vous êtes déterminé à me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais si, vous l'avez Tout dit. en disant tout en disant ce que j'ai dit, je vous ai fait comprendre que pour servir la République, il ne doit pas seulement être ministre. Pas du tout. En tant que Et d'ailleurs, il n'en a même pas besoin. Vous l'aviez dit, Maître Harold. J'ai dit, est-ce qu'il en a seulement besoin? C'est un questionnement qui vous fait comprendre que déjà, en tant que sénateur, il se bat pour les intérêts de ses électeurs de la Lomami. Et comme lui n'est pas à limiter encore que son mandat est national, il le fait pour tout le monde. En tant que leader d'une grande plateforme ACPG, il a des élus au sein de l'Assemblée nationale et ces élus-là ont une idéologie et il leur dit allez légiférer dans tel sens, allez contrôler le gouvernement dans tel sens. Voilà ce qu'il fait comme républicain. Et c'est comme je le disais, je réitère mes propos, il est à la totale disposition du président de la République comme quelqu'un qui a le pouvoir discrétionnaire pour faire ce qu'il veut avec ses pions. C'est comme un coach avec ses joueurs sur le terrain. Alors, Maître Harold, on va maintenant parler de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, dans l'Est de ces pays. On va analyser la manière de travailler, les comportements du gouvernement congolais face à cette agression rwandaise, même s'il y a ces débats aujourd'hui et d'autres pensent qu'il y a la guerre au niveau de l'Est de la RDC et certains pensent qu'il n'y a pas guerre, il y a plutôt agression. Face à ces débats, quelle est d'abord votre opinion? Est-ce qu'il y a guerre ou bien il y a tout simplement un conflit intra-nation avec implication extérieure, par exemple, comme le pensent certaines personnes? Non, les gens font du méli-mélo parce qu'ils ne veulent pas s'informer. Les gens font du méli-mélo parce qu'ils ne veulent pas lire. Est-ce qu'il faut confondre l'agression et la guerre? Non. L'agression, c'est un autre paradigme. La guerre, c'est un autre paradigme. C'est quoi l'agression? L'agression, c'est lorsqu'un pays étranger, un mouvement venant d'un autre pays, franchit les limites d'un autre pays pour envahir avec armes et munitions, qui se met à tuer, qui entre en guerre contre un gouvernement établi. La guerre vient d'où? La guerre a comme origine l'agression. Pourquoi? Lorsque l'agression arrive, elle rencontre une résistance d'une armée régulière qui veut repousser l'agression. Alors, se noyer dans le débat du genre, c'est une agression, ce n'est pas une guerre, mais qui leur dit que les deux concepts sont les mêmes? Il y a plutôt un concept qui appelle indubitablement un autre. Lorsqu'il y a agression, vous entrez chez moi, je vous repousse, c'est là qu'il y a guerre. La guerre est tributaire de l'agression. Alors, je me pose la question de savoir, lorsque un artiste, pas le moindre, Kofi Olomide, ambassadeur de la République, lorsqu'il dit il n'y a pas guerre, on nous tape, nous ne faisons rien. Peut-on penser que s'il n'y avait pas guerre et qu'il y avait seulement, pas agression, j'ai déjà défini, voilà, et qu'il y avait seulement avancé des troupes du Rwanda, depuis que cette guerre a commencé il y a environ 2 ans, ou il y a déjà 2 ans, ces troupes qui ne font qu'avancer sans se heurter aux troupes du gouvernement, ne seraient-elles pas arrivées à Kinshasa? Il y a guerre. Il y a guerre parce que vous avez vu, et vous êtes les mieux placés pour le dire, vous avez vu comment il y a eu des bombardements là-bas. Vous avez vu comment
les Rwandais pleurent parce que leurs enfants sont tués au front. Vous avez vu, vous avez vu, vous avez vu. Alors, j'ai toujours dit que les questions de l'État doivent s'aborder avec âme d'État et non avec état d'âme. Aujourd'hui, c'est devenu un débat dans la rue. Voilà, il n'y a pas agression, il y a plutôt guerre, il n'y a pas guerre. Mais c'est deux concepts qui marchent de manière intime. Ce sont les deux concepts intimement liés. Je voudrais ici féliciter le CESAC pour avoir invité Koffi Olomide. Je félicite également les services du procureur pour l'avoir invité. Mais pourquoi ça crée la psychose au sein de certaines gens? Mais pourquoi on l'a invité? Monsieur Koffi Olomide, qui n'est pas n'importe qui dans ce pays, est invité, peut-être pour de manière pédagogique, parce qu'à son niveau, un leader d'opinion, pas le moindre, j'insiste, ambassadeur de la République, il a comme mission de vendre l'image de la République. Et ses propos doivent être millimétrés dans le sens des Nalek et dans le sens de la République. Il est invité, une très bonne chose. Il ne pourra pas, et ça je le dis, être arrêté. Être arrêté pourquoi? Parce qu'il a tenu des propos de bonne foi, mais qui sont allés à côté de ce qu'il voulait peut-être dire. Il doit être recadré de manière pédagogique. Alors non, l'invité c'est de la distraction. Non, mais ça c'est une façon de jeter de l'opprobre sur tout un État. Parce que ceux qui le disent viendront dire si Koffi n'est pas invité, nous sommes dans un pays où quelqu'un peut se réveiller, tirer à boulet rouge sur l'armée, on le laisse faire. Non. Ce jeu de ping-pong de la malignité politicienne appartient au passé. Et ça doit être clair. Alors maître, on va maintenant analyser la manière, les actes posés par le gouvernement congolais face à cette agression depuis que le président Tshisekedi a pris les commandes de ces pays il y a 6 ans. Aujourd'hui, cette manière de travailler du gouvernement congolais avec ce que le président a toujours qualifié d'une diplomatie agissante, même face à ces complots internationaux. Quelle est votre réaction à chaud? Ma réaction, c'est que jusqu'ici, la méthodologie utilisée par le président Tshisekedi est la meilleure. Et la meilleure parce que, contrairement à ce que j'ai ouï dire, non, voilà, l'option diplomatique est celle qui est non, la guerre, elle a toujours deux fronts. Le front diplomatique et le front militaire. Si on est fort sur terrain, sur le plan de la négociation autour de la table, on devient plus fort encore. Si l'option militaire n'était pas forte, je venais de le dire tout à l'heure, tout le Congo serait déjà parti. Ces gens-là ne sont pas venus pour jouer. Ils sont venus pour nous effacer sur la table de l'Afrique. Si on résiste et on repousse d'autres, aujourd'hui, c'est parce que sur le plan militaire, nous valons quelque chose. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mon père qui avons établi la hiérarchie des armées fortes. En Afrique, nous sommes en 8e position en tant que nation. Ce n'est pas moi. De deux, sur le plan de la diplomatie, c'est un secret de polichinelle. Qui osait citer le nom de Kagame comme principal agresseur de la République démocratique du Congo? Personne. Est-ce que depuis que la guerre a commencé en 1996, la guerre d'agression, jusqu'à aujourd'hui, y avait-il eu une sanction contre un officiel rwandais? Je dis non. Est-ce que au niveau du concert des nations comme à l'OIF, aux Nations Unies, on avait déjà condamné officiellement le Rwanda? Non. Et sans dire qu'au regard de ce tableau que je viens de peindre, qu'il n'y a pas eu évolution ni réussite diplomatico-militaire de la République démocratique du Congo, ça relève de la ménopause réflexionnelle, ça relève de la mauvaiseté et même de la mauvaisure. Juste parce que nous n'avons pas la volonté de servir la République, on raconte des conneries à la longueur des journées. Ceux qui sont en train de dire que rien n'est fait, rien n'a été fait, ils se promènent, ils mangent, ils boivent. Mais si on leur dit, en principe, c'est que les services de l'intelligence
Ce que l'armée est en train de faire pour qu'on soit à l'aise, qu'on se déplace de chez nous pour venir répondre à vos invitations, peut-être que personne ne sortirait. Il y a des coups qui sont déjoués. Voilà pourquoi le chef d'État, en tant que commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, tous les services qui l'accompagnent du point de vue sécuritaire doivent être félicités et encouragés pour que l'on arrive à bout. Raison pour laquelle j'étais en train de stigmatiser le détournement tout à l'heure des deniers publics en termes de millions, alors que le militaire qui est en train de jouer le rôle de l'État veilleur de nuit n'est pas bien payé. Il a besoin d'avoir assez d'argent pour avoir le moral assez élevé. Je crois que tous ces millions devraient servir à la réhabilitation des routes avec l'office de route, devraient servir à l'amélioration des conditions sociales du fonctionnaire de l'État et de l'agent de l'État, l'amélioration des conditions du militaire qui est au front. Maître Harold, la RDC aujourd'hui, nous savons que nous sommes face à un complot international dont nous connaissons même les auteurs, même les pays qui nous sommes voisins, l'Ouganda et tant d'autres. Mais aujourd'hui, les comportements du gouvernement congolais de continuer certainement à participer dans certaines réunions au niveau des organisations régionales, mais aussi sous-régionales. La RDC ne devrait-elle pas pour continuer à démontrer son mécontentement face à ce qui se passe, c'est dire, bon, si peut-être il y a une réunion au niveau de l'IAC ou encore de la SADC, la RDC signifier son absence justement pour lancer un message, dire à tous ceux qui soutiennent les Rwandais aujourd'hui que le gouvernement congolais n'est pas d'accord avec les actes que vous êtes en train à déposer envers la population congolaise. Non, vous savez, tout est processus. Il faut commencer par quelque part pour aboutir à quelque part. Je note avec satisfaction que lors de l'une des réunions d'une organisation sous-régionale, le chef d'État a brouillé son écran. Tshisekedi n'a pas participé. C'est déjà un signal fort. Mais est-ce qu'il faut le faire ex abrupto? Je dis non, il faut étudier tous les paramètres. Dans ma langue de Bokongwe qu'elle on dit ce qui au moni ndoki belelai. Dans sa présence. Ce qui est fait à notre absence roule généralement contre nous. Il faut y être recadré. Mais lorsqu'on se rend compte qu'à ce stade, on a atteint le point de non-retour, on peut frapper jusqu'à aller à Kigali, on sèche, on frappe. À ce moment-là, c'est eux qui viendront nous chercher pour nous demander pardon. C'est ainsi que je dis, les stratégies doivent être prises in globo. Une globe pour faire que lorsque un aspect de ces stratégies ne réussit pas, qu'on tienne compte de l'autre. Ce n'est que la diplomatie. Et cette diplomatie a un nouveau paradigme. En diplomatie, c'est la diplomatie brutale. Et vous savez, la diplomatie ancienne nous exigeait qu'il faut être courtois, même quand on vous agresse, non. C'est comme ça que vous avez vu dans l'un des sommets, je crois que c'est Poutine qui avait pris même son téléphone, l'a tapé sur la table. Donc ça veut dire que je suis d'accord totalement avec vous, mais il faut bémoliser dans la mesure où tout est processus, il faut y aller petit à petit avant de prendre les mesures les plus fortes. Alors, les stratégies doivent être prises in globo, comme vous le signifiez, Maître Harold, mais c'est certainement pas le moment pour la RDC d'emprunter tout d'abord pour peut-être quelques temps cette politique étrangère des États-Unis d'Amérique. Nous le savons par ces slogans. Celui qui aime la paix prépare la guerre. Comme nous avons besoin de la paix, l'obliger, l'assumer cette position, même si aujourd'hui on dit que la MONUSCO l'a dit, que le Rwanda a un armement un peu sophistiqué, plus que la République démocratique du Congo, mais avec les paix que nous avons, on peut essayer, on se dit, bon, comme Kagame, tout ce que nous sommes en train de faire au niveau diplomatique, il continue dans sa position avec son ami Museveni. Nous aussi, on assume, on déclare la guerre avec le Rwanda et puis on va voir ce qui va se passer certainement sur les terrains. Mais en le disant, j'ai l'impression que vous forcez l'ouverture d'une porte ouverte, dans la mesure où pour déclarer la guerre, il ne faut pas le dire, il faut le voir. Lorsque nous frappons de manière véhémente les troupes du Rwanda et Kagame, Batouar revient ramasser les cadavres, ce n'est pas la guerre.
C'est la guerre est déjà déclarée parce que nous sommes en guerre contre le Rwanda. N'attendez pas seulement la déclaration de la guerre. Là, je me rappelle Mamadou Moustapha Ndala, je me rappelle Baoumé, qui avait les ambitions, sans avoir déclaré la guerre, de marcher jusque dans les collines du Rwanda. Et là, croyez-moi, mon cher ami, nous sommes en train d'y arriver parce que Kamara il avait toujours dit que les opprimés ne resteront toujours pas opprimés. Mais le goût de la liberté finira par se prononcer. Heureusement pour moi, le goût de la liberté, le sursaut d'orgueil se sont déjà déclarés dans le chef des vrais Congolais, des patriotes, des nationalistes. Alors, maître, ce sera ma dernière question. Vous avez certainement vu cette vidéo au niveau de l'un des territoires du Nord Kivu où on voit Corneille Nangaa dans une église catholique en train de lancer un message. Cette manière de faire les choses est condamnée par tout le monde. J'étends même la responsabilité à l'église catholique. Je vais vous lire les derniers paragraphes de l'église catholique qui a même aussi dénoncé cette manière de faire les choses, en rappelant les principes de cette église. En ce moment crucial que connaît notre pays sur le plan sécuritaire, le secrétariat général de la CENCO saisit cette occasion pour rappeler à tous la pertinence et recommandation des évêques sur la nécessité de renforcer la cohésion nationale par l'organisation des concertations des représentants des forces vives du pays au-delà des clivages politiques afin de créer une grande et forte dynamique nationale pour faire face à l'ennemi commun. Vous comprenez ici que la CENCO parle de l'unité nationale, de la cohésion nationale, mais le chef de l'État étant le symbole de l'unité nationale comme garant de la nation, comment le président Tshisekedi d'aujourd'hui, comme président, comme le père d'une famille, peut se dire, pour un peu en finir avec ce qu'on a qualifié aujourd'hui de frustration, réunir tous les enfants du pays autour d'une table certainement pour se dire des vérités. Je ne sais pas s'il faut donner une qualification d'un dialogue, comme on a toujours l'habitude de le dire, mais là, avec possibilité, avec cette ferme assurance, cette ferme volonté de réunir tout le monde, question de créer cette cohésion nationale, cette unité nationale pour faire bloc contre ces complots internationaux. Mon cher ami, je vous l'ai dit la dernière fois ici, il ne faut pas tomber dans le piège des politiciens véreux. Dialoguer pendant qu'on est en guerre à l'Est, pendant que vous dialoguez, l'ennemi peut avancer. C'est lui qui a une contribution positive pour qu'on mette fin à cette guerre-là, peut mettre ça à la disposition du commandant suprême des forces armées de la République. Les politiciens véreux sont nombreux. Ils visent juste la partition du gâteau, ce qui n'est pas bon. Parce qu'in fine, on arrivera à quoi? Donnez-moi tel ministère, donnez-moi ceci, c'est pas important. Les gens ne veulent pas prioriser le priorisable. Mais pour revenir à ce dont vous parlez, il y a un problème. L'Église catholique n'est pas comme une boutique alléluatique, n'est pas comme un supermarché religieux ou une industrie de peur où c'est le gourou qui décide. Au sein de l'Église, je suis très mal placé de vous dire sur ce plateau de télévision que je suis catholique, pratiquant, convaincu et convaincant. La difficulté que nous avons au sein de notre Église, c'est l'ordre. Nous sommes hiérarchisés, nous sommes organisés. L'évêque qui a reçu Corneille Nangaa, l'obscurantisé, la marionnette des Américains et des Rwandais, ne dépend pas du point de vue organisationnel du cardinal, ni non plus de la CENCO. Chaque diocèse jouit de son autonomie pour te dire qu'il est libre de faire ce qu'il a fait au regard de nos principes. Et je salue la déclaration de la CENCO qui vient mettre les choses au clair. C'est une opposition. Mais ce que cet évêque a fait, ce que ce prêtre a fait, c'est de la haute trahison. Lorsque le pays retrouve la paix, l'évêque et le prêtre qui ont reçu le rebelle Nangaa sont interpellables. C'est c'est cynique. Mais moi, je m'en remets à qui? Au regard des principes de notre Église. Je m'en remets au pape, je m'en remets au Saint-Siège. Parce que être créé plutôt évêque, c'est le pape. Et c'est le pape qui est venu ici pour militer en faveur de la paix au Congo, qui voit l'un de ses nommés pactiser avec un rebelle
qui a tué, pillé, violé et qui continue à le faire. Non. En latin, on dit au Dieu sunt stringenda. Aux choses odieuses, l'interprétation est stricte. Et c'est que Nanga a fait, et c'est que cet évêque a fait, tous les prêtres qui étaient avec lui là-bas, c'est cynique, c'est odieux, ça mérite que ça soit sanctionné et puni jusqu'à la moelle épinière. Mon appel, je le fais en direction de la papauté, parce que la Senko a déjà joué son rôle. C'est tout à fait clair. Mais maître, est-ce que vous pensez que l'Église a ce plein droit de s'occuper de tout ce qui concerne la politique? Est-ce que ce n'est pas du méli-mélo? Non, l'Église s'occupe du bien-être des fidèles. Le bien-être des fidèles vient aussi de la politique. L'Église peut émettre un avis pour nous dire, nous les politiciens, les gestionnaires, de mieux faire. Mais prendre position, ça c'est interdit à l'Église. Prendre position de manière claire par rapport à ce qui se fait, surtout que par rapport à la Senko. Généralement, quand vous lisez les déclarations de la Senko, il n'y a même pas un seul verset biblique. Ce sont des déclarations politiques qu'elles ont fait. Ça doit s'arrêter. Mais dans le cas échéant, ça ne relève pas de la responsabilité de la Senko, qui a du reste déjà pris sa position tout en condamnant ce qui s'est fait dans le Nord Kivu. C'est une occasion pour moi aussi de féliciter le nouveau président de la Senko, Monseigneur Fulgence Muteba, qui a remplacé Monseigneur Utembi. Je l'invite, ce nouveau président de la Senko, à prendre toutes ses responsabilités, parce que se limiter à faire cette déclaration, c'est acquiescer indirectement. Il faut que la Senko fasse un rapport clair au Saint-Siège pour que cet évêque soit excommunié de l'Église, de mon Église, qui n'est pas l'Église de la mère de qui que ce soit, ni du père de qui que ce soit. C'est l'Église du Christ, c'est mon Église, parce que j'en fais partie. Alors maître, vous allez clôturer toutes ces analyses et nous allons nous séparer. Je clôture par dire que ce Congo nous appartient à nous tous. Nous y avons les mêmes droits et les mêmes devoirs. Posons-nous la question régulièrement si ce que nous faisons dans nos différentes responsabilités peut contribuer à l'émergence du grand Congo, ce pays de Lumumba, ce pays de Simon Kimbangu, pourquoi pas de Kimpavita. À chacun son tour, à chacun sa partition pour faire que le Congo aille de l'avant. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir, maître Harold Badibanga. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je serai toujours là. Lorsque vous constaterez que le besoin de la République veut que je sois là, je serai toujours là. Merci pour votre disponibilité. Merci également à toi, Daniel Roland-Lai. Merci Sarah, merci au doctorant Harold Badibanga, futur professeur d'université. Merci beaucoup. Merci. Et à vous également, téléspectateurs, mais également internautes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec un autre invité. Portez-vous bien et bonsoir chez vous.